Après que papa m'ait mise dehors sous une pluie glaciale, il a souri d'un air suffisant. Si tu es si intelligente, paie tes propres factures. J'ai tranquillement fait mes bagages, j'ai coupé tous les services publics à son nom et j'ai répliqué, profite de l'obscurité, vieil homme. Mon père m'a expulsé de la maison, hurlant que je devais payer mes propres factures. Alors, j'ai tranquillement emballé mes affaires, annulé chaque compte de service public à mon nom et laissé l'obscurité consumer sa nouvelle vie parfaite. Avant de continuer l'histoire d'aujourd'hui, nous avons une annonce urgente à faire. En raison de problèmes techniques, nous nous tournons vers une autre chaîne. Veuillez vous abonner à notre nouvelle chaîne, Kin & Karma. Vous pouvez trouver le lien dans la description de la vidéo, le commentaire épinglé et l'étiquette de collaboration sur cette vidéo. Assurez-vous de changer de chaîne maintenant pour ne rien manquer. Merci pour votre soutien. Maintenant, revenons à l'histoire. Le thermomètre sur ma table de chevet brillait d'une faible lumière rouge et crue, affichant un chiffre qui faisait encore plus mal à mes yeux lourds, 102,4 degrés. Je luttais contre une grippe implacable jusqu'à la moelle depuis 3 jours. Mon corps était piégé dans un cycle misérable de frissons glaciales et de sueur suffocante. J'avais l'impression que ma gorge était tapissée de verre pilé. Et chaque respiration que je prenais dans l'air étouffant de ma chambre d'enfant était un effort conscient et douloureux. J'étais une analyste financière indépendante de 26 ans, habituée à jongler avec les chiffres pendant 14 heures d'affilée. Mais à ce moment-là, le simple fait de soulever ma tête de l'oreiller humide me semblait être comme déplacer une montagne. J'ai remonté la lourde couette à fleurs jusqu'à mon menton, frissonnant violemment, espérant que la fièvre finirait par tomber pour que je puisse retourner à mes feuilles de calcul. Les délais ne se souciaient pas des virus. Puis la lourde porte en chêne de ma chambre s'est ouverte violemment, le son résonnant comme un coup de feu contre mon mal de tête lancinant. J'ai sursauté, serrant plus fort les couvertures, clignant des yeux à travers le brouillard de ma fièvre. Debout dans l'embrasure de la porte se tenait William, mon père. Il avait 58 ans, un homme qui gérait une quincaillerie locale, mais qui se pavanait avec la confiance imméritée d'un titan de l'industrie. Derrière lui, planant comme une ombre bien habillée, se trouvait Veta. C'était sa nouvelle fiancée, une coach de vie autoproclamée de 50 ans dont les cheveux blonds parfaitement coiffés et le sourire perpétuellement calme et condescendant m'agaçaient toujours. « Lève-toi, Sophia !» aboya William, sa voix dénuée de toute chaleur parentale ou d'inquiétude pour le fait que je ressemblais à un fantôme. Il croisa les bras sur sa poitrine, son visage rougi d'une couleur colérique et moralisatrice. « Nous devons parler maintenant. »« Papa » ai-je croassé, ma voix à peine un murmure rauque. J'ai essayé de m'asseoir, la pièce tournoyant follement autour de moi. Je suis malade. J'ai vomi toute la matinée. Est-ce que ça peut attendre demain, s'il te plaît? Non, ça ne peut pas attendre, lança-t-il, faisant un pas lourd dans la pièce. Il n'a pas regardé le thermomètre. Il n'a pas regardé la lueur pâle de sueur sur mon front. Il m'a seulement regardé avec un dégoût profond et soudain. Veta et moi avons discuté de notre avenir, de notre foyer, et franchement, nous en avons assez des parasites. Je l'ai dévisagé, mon cerveau secoué par la fièvre luttant pour traiter les mots. Parasite, ai-je répété lentement, les syllabes semblant étrangères dans ma bouche. Tu l'as entendu, ma chérie, intervint Veta depuis l'embrasure de la porte. Sa voix était douce, travaillée et dégoulinée d'une fausse sympathie. Elle a penché la tête, me regardant comme si j'étais un chien errant qui avait sali ses tapis immaculés avec de la boue. Tu es une femme adulte, Sophia. Il n'est tout simplement pas sain pour ta croissance personnelle de vivre sous le toit de ton père, de manger sa nourriture, de prendre de la place dans une maison où il essaie de construire une nouvelle vie. Nous établissons des limites. Des limites saines. Des limites? Ai-je suffoqué? Une soudaine montée d'adrénaline a transpercé le brouillard de ma maladie. Papa, de quoi parle-t-elle? J'ai vécu ici toute ma vie. Je travaille d'ici. Tu te caches ici, interrompit William, sa voix s'élevant en un cri furieux qui fit trembler les photos encadrées sur ma commode. Tu restes assise sur ton ordinateur toute la journée à jouer avec des chiffres pendant que moi, je sors et je fais un vrai travail. J'ai 58 ans. Je ne devrais pas avoir à soutenir une adulte. Si tu es si intelligente, si tu es une analyste si brillante, alors paie tes propres factures. L'absurdité totale de sa déclaration m'a frappé comme un coup physique. J'ai ouvert la bouche pour argumenter, pour lui rappeler la réalité de notre situation.
Mais avant que je puisse prononcer un seul mot, il a porté le coup final. « Je veux que tu partes », a-t-il exigé, ses yeux froids et inflexibles. « Fais tes valises. Je veux que tu sois sorti de cette maison ce soir. Veta a besoin de cette pièce pour son espace de méditation. » J'ai regardé mon père, un homme que j'avais passé les 5 dernières années à protéger discrètement de sa propre incompétence, puis Veta, qui arborait un subtil sourire victorieux. Le silence dans la pièce s'était étiré, lourd et suffocant. La trahison était pire que le diagnostic lui-même. L'acte physique d'emballer 26 ans d'existence tout en ayant une forte fièvre est une forme de torture spécifique que je ne souhaiterais à personne. Chaque fois que je me penchais pour placer un livre ou un pull plié dans une boîte en carton, la pièce tanguait dangereusement. Des taches noires dansaient dans ma vision périphérique. Je devais m'asseoir sur le bord de mon matelas nu toutes les 10 minutes juste pour reprendre mon souffle. Mes poumons brûlaient. Mon corps entier protestait contre l'effort à travers les minces cloisons sèches. Je pouvais les entendre en bas. Le tintement des verres à vin. Le faible bourdonnement mélodieux du rire de Veta, le son puissant et détendu de la voix de William. Ils célébraient. Ils passaient une charmante soirée romantique pendant que j'étais à l'étage, malade et rejeté, effacé de ma propre maison pour que Veta puisse avoir une pièce pour brûler de la sauge. Des larmes de frustration et d'agonie physique coulaient sur mon visage, piquant ma peau brûlante. J'avais besoin d'aide. Je ne pouvais pas descendre ces boîtes par les escaliers toute seule. Désespéré, j'ai attrapé mon téléphone, mes mains tremblant si fort que je pouvais à peine déverrouiller l'écran. J'ai fait défiler jusqu'au contact de Lincoln, mon frère de 30 ans. Lincoln était un agent immobilier qui vivait de l'autre côté de la ville. Il avait déménagé à la seconde où il avait eu 18 ans, se lavant les mains des dynamiques compliquées de notre famille. Mais sûrement, pensais-je, sûrement il interviendrait maintenant. J'ai appuyé sur appeler et j'ai tenu le téléphone à mon oreille, l'écoutant sonner. « Quoi de neuf, sauf ?» a répondu Lincoln, le bruit de fond d'un restaurant bruyant filtrant à travers le haut-parleur. Il semblait distrait, impatient. « Lincoln » ai-je dit d'une voix rauque, essayant de retenir un sanglot. « Papa vient de me mettre à la porte. Ce soir. J'ai 102 degrés de fièvre et il me force à partir pour que Veta puisse avoir ma chambre. S'il te plaît, peux-tu lui parler ou peux-tu venir m'aider à déménager mes affaires ?» Il y a eu une longue pause sur la ligne. Le tintement de l'argenterie en arrière-plan semblait incroyablement fort. « Écoute, Sophia » a finalement soupiré Lincoln, son ton lourd d'irritation. « Je t'ai dit de partir de là il y a des années. Tu es resté. Tu sais comment est papa. Il est stressé. Et honnêtement, Veta le rend heureux. Pourquoi dois-tu toujours être si difficile ? » Difficile ? Ai-je haleté, agrippant fermement le téléphone. Je suis malade, Lincoln. Je ne peux littéralement pas porter ces boîtes. Prends un Uber pour un motel. Repose-toi et reviens chercher tes affaires demain, a-t-il dit d'un ton dédaigneux. Je suis à un dîner de réseautage. Je ne peux pas partir maintenant. Arrête de jouer la victime, Sophia. Grandis un peu et laisse-le vivre sa vie. La ligne est devenue silencieuse. J'ai lentement abaissé le téléphone, fixant l'écran assombri. Le sentiment d'isolement était absolu. Mon père m'avait jeté comme un déchet, et mon frère m'avait essentiellement dit que je le méritais. J'étais entièrement, fondamentalement seul. Je me suis forcé à me relever, mes jambes tremblantes. J'ai attrapé un rouleau de ruban adhésif d'emballage, le bruit fort du déchirement masquant un nouveau type de son qui bouillonnait en moi. Ce n'était pas un sanglot. C'était un rire froid et creux. J'ai traîné ma valise vers la porte, mes yeux balayant la pièce une dernière fois. Mon regard s'est posé sur le petit classeur rangé dans le coin de mon placard. À l'intérieur de ce classeur se trouvaient des dossiers de relevés bancaires, de contrats de services publics et de reçus de taxes foncières. En regardant ce classeur, le poids écrasant de la trahison a commencé à se transformer en autre chose. La tristesse s'est cristallisée en une colère vive et glaciale. William et Veta pensaient qu'ils avaient gagné. Ils pensaient avoir réussi à purger le parasite de leur domaine parfait. Mais ils avaient oublié une chose cruciale. Pour comprendre l'audace à couper le souffle de mon père me traitant de parasite, il faut comprendre ce qui s'est passé il y a 5 ans. Quand j'avais 21 ans, encore au milieu de mes études universitaires, ma mère est décédée subitement d'un anévrisme.
C'était une perte dévastatrice, bouleversante. Ma mère avait été l'encre de notre famille, non seulement émotionnellement, mais aussi pratiquement. Moins d'un mois après ses funérailles, la façade de la compétence de mon père s'est complètement effondrée. Sans elle pour gérer le budget, William était perdu. Il était un directeur de magasin de détail qui dépensait son argent dans des clubs de golf coûteux et des voitures neuves qu'il ne pouvait pas se permettre, ignorant la pile croissante d'enveloppes à timbre rouge sur le comptoir de la cuisine. Un après-midi, je suis rentré d'un cours pour trouver l'électricité coupée. Mon père était assis dans le noir, la tête entre les mains, complètement paralysé par une pile de factures de dernier avis. Il avait épuisé ses cartes de crédit, vidé les maigres économies et avait 2 mois de retard sur l'hypothèque. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas jugé. J'aimais mon père et je savais qu'il était en deuil. Alors, j'ai pris les choses en main. J'ai pris le relais. J'ai utilisé le petit héritage que ma grand-mère m'avait laissé pour l'université pour mettre l'hypothèque à jour. J'ai utilisé mes compétences d'analyste financière pour consolider ses dettes. Et surtout, parce que sa cote de crédit était absolument ruinée et qu'aucune entreprise ne voulait lui accorder de service, j'ai transféré chaque facture de service public, l'électricité, l'eau, le gaz, Internet et même le portail des impôts fonciers à mon propre nom. Je les ai liés à mon compte bancaire personnel, en configurant le paiement automatique pour qu'il n'ait plus jamais à s'asseoir dans le noir. Pendant 5 ans, j'ai travaillé des heures exténuantes en freelance pour m'assurer que ces factures étaient payées. Mon père n'a jamais demandé comment la lumière restait allumée. Il ne s'est jamais enquis de la facture d'eau. Il a simplement supposé que parce qu'il achetait les provisions une fois par semaine, il subvenait à nos besoins. Je l'ai laissé le croire, protégeant son ego fragile. Puis, il y a 6 mois, Veta est arrivé. William l'a rencontré lors d'un séminaire sur le bien-être auquel il a assisté sur un coup de tête. Dès l'instant où elle est entrée dans notre maison, mon instinct a hurlé que quelque chose n'allait pas. Veta était impeccable, ses vêtements chers, son vocabulaire rempli de mots à la mode comme manifester, énergie toxique et abondance financière. Elle prétendait être une coach de vie avec une pratique florissante. Pourtant, elle ne semblait jamais avoir de clients et elle a emménagé dans notre maison 3 semaines après avoir commencé à sortir avec mon père. Sa manipulation était magistrale. Elle ne m'a pas attaqué directement au début. Au lieu de cela, elle a planté de petites graines empoisonnées dans l'esprit de William. Je me souviens d'une conversation il y a 1 mois. Je travaillais sur l'îlot de la cuisine, entouré de feuilles de calcul, quand Veta est entrée dans la pièce, se servant un verre du vin cher de mon père. « Tu travailles si dur, Sophia » avait-elle dit, sa voix dégoulinant d'une douceur artificielle. Elle s'est penchée sur le comptoir, ses yeux balayant l'écran de mon ordinateur portable. « Ce doit être merveilleux de vivre ici sans loyer, de pouvoir simplement économiser tous tes petits sous. William est si généreux de te fournir ce sanctuaire. » J'avais fait une pause, me mordant la langue. « Je contribue, Veta. »« Oh, bien sûr que tu le fais, ma chérie. » Elle a ri, agitant une main manucurée d'un air dédaigneux. « Mais soyons honnêtes, c'est la maison de William, son bien, son dur labeur. » Je regardais justement les valeurs immobilières dans ce quartier. Elles ont grimpé en flèche. C'est un domaine si précieux. Il est important que William protège ses biens, tu ne penses pas? S'assure que son avenir est sécurisé. Elle m'avait regardé alors, ses yeux froids et calculateurs sous son sourire chaleureux. Elle ne regardait pas une fille. Elle regardait un obstacle. Elle regardait la maison, calculant sa valeur et cherchant comment m'en faire sortir pour pouvoir avoir un contrôle total sur mon père inconscient. Et maintenant, elle avait réussi. Elle avait convaincu mon père que j'étais un parasite, drainant ses ressources. J'ai fermé ma dernière valise, le son métallique retentissant dans la pièce vide. J'ai essuyé une pellicule de sueur de fièvre de mon front, ma respiration saccadée. Je me suis dirigé vers le classeur, j'ai ouvert le tiroir du bas et j'ai sorti un épais dossier bleu intitulé « Compte du ménage ». Je l'ai glissé solidement sous mon bras. Il voulait que je paie mes propres factures. Ils voulaient gérer leur propre vie sans ma présence parasite. Je suis descendu, ignorant leur silence soudain et inconfortable alors que je traînais mes bagages jusqu'à la porte d'entrée. Je n'ai pas regardé en arrière. Je suis sorti dans l'air froid de la nuit, la fièvre brûlant dans mes veines, tenant le dossier bleu serré contre ma poitrine. Il était temps de leur donner exactement ce qu'ils avaient demandé.
La chambre de motel sentait fort le nettoyant artificiel au citron et la vieille poussière renfermée, mais pour moi, c'était un sanctuaire. Il a fallu 3 jours complets pour que ma fièvre tombe enfin. Pendant ces 72 heures, j'ai à peine bougé du matelas affaissé et grumeleux, survivant avec de l'eau du robinet tiède et l'adrénaline pure et brûlante de mon exil soudain. Quand je me suis finalement réveillé le 4e matin avec la tête claire et une température normale, la tristesse s'était entièrement évaporée. À sa place se trouvait une clarté vive et calculatrice. Je me suis assise au bureau en stratifie bancale dans le coin de la pièce, j'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai placé l'épais dossier bleu des comptes du ménage à côté. Mon père avait exigé que je paie mes propres factures et que j'arrête de parasiter. Il était temps d'honorer ses souhaits à la lettre. J'ai commencé par l'électricité. J'ai composé le numéro du service client, naviguant à travers les messages vocaux automatisés jusqu'à ce qu'une représentante joyeuse nommée Sarah réponde à la ligne. Bonjour, je dois apporter une modification au compte de la propriété sur M Street, ai-je dit, ma voix stable et professionnelle. Je m'appelle Sophia, la titulaire du compte. Bien sûr, Sophia, a répondu Sarah, le son de son clavier cliquetant joyeusement en arrière-plan. Cherchez-vous à transférer votre service à une nouvelle adresse? Non, ai-je répondu doucement. Je déménage complètement hors de l'état. Je dois programmer une déconnexion complète et totale du service. Je veux que les compteurs soient verrouillés et le compte fermé. Oh, d'accord. Nous pouvons certainement faire cela. À quelle date souhaitez-vous que la déconnexion ait lieu? J'ai regardé le calendrier numérique sur l'écran de mon ordinateur portable. J'ai compté exactement 30 jours à partir de la nuit où j'ai été forcé de sortir dans le froid. William recevait toujours sa prime de directeur à la fin du mois, ce qui était aussi le moment où il organisait généralement ses dîners d'autocongratulation. Veta s'était déjà vanté sur ses réseaux sociaux publics d'un dîner de bénédiction de la maison qu'elle prévoyait pour ses nouveaux amis afin de montrer son nouveau sanctuaire. La date correspondait parfaitement. Le 25 du mois prochain, ai-je dit à Sarah, dès le matin, s'il vous plaît. J'ai répété ce processus méthodique exact pour la compagnie des eaux, le fournisseur de gaz naturel et le service Internet à haut débit. À chaque numéro de confirmation que j'écrivais dans mon dossier bleu, un poids lourd se levait de mes épaules. Pendant 5 ans, j'avais vidé mes propres revenus pour faire fonctionner cette maison. J'avais sacrifié des vacances, des économies et ma propre tranquillité d'esprit pour protéger un homme qui m'avait mis à la porte dès qu'une arnaqueuse lui avait chuchoté à l'oreille. Ensuite, je me suis connecté au portail des impôts fonciers du comté. Ma carte de crédit était solidement enregistrée dans le fichier, configurée pour déduire automatiquement les versements trimestriels qui empêchaient la maison de tomber en délinquance. D'un seul clic satisfaisant de ma souris, j'ai supprimé mon mode de paiement. Le piège était officiellement tendu. Maintenant, je devais comprendre exactement à qui j'avais affaire. J'ai ouvert un nouvel onglet de navigateur et j'ai commencé à utiliser les compétences d'enquête qui faisaient de moi une analyste financière très recherchée. J'ai cherché l'entreprise de coaching de vie supposée de Veta. Son site web était un chef-d'œuvre de salade de mots spirituels vagues, rempli de photos d'archives de femmes faisant du yoga sur des montagnes, mais il manquait de références réelles, de structures de prix ou d'adresses physiques. J'ai creusé plus profondément dans le registre des entreprises de l'État. Il n'y avait aucune SARL enregistrée sous son nom dans notre État. J'ai vérifié les États voisins. Rien. J'ai lancé une recherche dans les archives judiciaires publiques, cherchant tout ce qui était lié à son numéro de téléphone ou à son adresse e-mail. Ce que j'ai trouvé m'a glacé le sang. Il y avait plusieurs dépôts de petites créances contre une femme portant le nom complet exact de Veta et le même numéro de téléphone dans un comté à 3 heures au nord. Les détails étaient masqués derrière un péage, mais les noms des plaignants étaient tous des hommes célibataires plus âgés. J'ai réalisé que j'étais dépassé. J'avais besoin d'un professionnel. Plus tard cet après-midi-là, je me suis rendu dans un parc de bureaux anonymes en périphérie de la ville et je suis entré dans le bureau de Marcus Sterling, un détective privé agréé. J'ai glissé un chèque d'acompte sur son bureau avec une impression du site web de Veta et les numéros de dossier du tribunal que j'avais récupérés sur Internet. J'ai besoin de tout savoir sur cette femme, ai-je dit à Marcus, le regardant droit dans les yeux. Qui elle est, à qui elle doit de l'argent et exactement combien de familles elle a détruites avant la mienne. Marcus a regardé les papiers, puis moi. Donnez-moi une semaine, Sophia. Si elle cache quelque chose, je le trouverai. 10 jours plus tard, je devais retourner à la maison. Dans ma hâte fébrile de faire mes valises,
j'avais laissé derrière moi une petite boîte de sécurité ignifuge contenant mon certificat de naissance, mon passeport et quelques bijoux de ma défunte mère. J'ai attendu un mardi après-midi, sachant que l'horaire de vente au détail de mon père le faisait généralement travailler jusqu'à 18 heures. Je me suis garé au bout de la rue et j'ai remonté l'allée familière. Ma clé tournait toujours dans la serrure de la porte d'entrée. Au moment où je suis entré, l'odeur acrée écrasante de sauge brûlée et d'encens lourdement parfumé a agressé mes sens. La maison ne ressemblait plus à ma maison. Les photos de famille encadrées qui bordaient autrefois le couloir avaient été remplacées par des impressions sur toile bon marché produites en série de motifs de mandala et de citations inspirantes. Je suis monté tranquillement les escaliers et j'ai ouvert la porte de mon ancienne chambre. J'ai eu le souffle coupé. La pièce avait été complètement vidée. Mes étagères avaient disparu. Les murs, auparavant d'un bleu doux et réconfortant, avaient été peints à la hâte d'un jaune moutarde discordant. Au centre de la pièce se trouvait un seul énorme coussin de sol entouré de bougies éteintes. Le sanctuaire de méditation de Vota. Je pensais que nous avions discuté des limites saines, Sophia. Je me suis retourné brusquement. Vota se tenait dans l'embrasure de la porte, vêtue d'une robe de soie fluide, tenant une tasse de thé fumante. Son sourire était parfaitement en place mais ses yeux étaient froids et vifs. Étonnamment, William se tenait juste derrière elle, portant son pantalon de travail et un polo. Il devait être rentré pour un déjeuner tardif. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» a exigé mon père, contournant Vota pour bloquer le couloir. « Tu ne vis plus ici. Tu ne peux pas simplement entrer comme ça. » J'ai laissé ma boîte de sécurité, ai-je dit, ma voix remarquablement stable. Je me suis dirigé vers le placard, soulagé de voir la petite boîte en métal toujours sur l'étagère supérieure. Je l'ai descendue et je me suis tourné pour leur faire face. Je serai parti dans une minute. Tu dois vraiment respecter l'espace de ton père, ma chérie. Vota a soupiré, prenant une gorgée délicate de son thé. Ton énergie négative perturbe incroyablement la paix que nous essayons de cultiver dans cette maison. Je l'ai regardé, je l'ai vraiment regardé. J'ai pensé aux heures que j'avais passées à examiner les données préliminaires que Marcus, le détective privé, m'avait envoyées pendant le week-end. En parlant de cultiver des choses, Vota, ai-je dit, faisant un pas vers le centre de la pièce. J'essayais de mettre à jour mon portefeuille de réseautage professionnel l'autre jour. J'ai pensé que je chercherais ta SARL de coaching de vie pour voir si je pouvais t'envoyer des clients d'entreprise. C'est drôle cependant. Le sourire de Vota a vacillé pendant une fraction de seconde. Ma pratique est entièrement basée sur les recommandations, Sophia. Je ne maintiens pas une grande empreinte numérique. C'est intentionnel. Vraiment ? Ai-je demandé en haussant un sourcil. Parce que le registre des entreprises de l'État n'a absolument aucune trace de toi ou que ce soit. Mais j'ai trouvé quelque chose d'intéressant dans la base de données du tribunal du comté. Savais-tu qu'il y a une femme avec ton nom exact qui a été poursuivie pour fraude au loyer commercial il y a 3 ans ? Apparemment, elle a signé un bail pour un centre de bien-être, n'a jamais payé un centime et a dû être expulsée de force par le shérif. Le silence dans la pièce était absolu. William fronça les sourcils, regardant tour à tour entre nous. « Sophia, de quoi parles-tu ? » C'est une erreur administrative, a lancé Vota, sa voix soudainement stridente, le personnage de gourou calme disparaissant instantanément. Le thé a dangereusement débordé du bord de sa tasse. C'était un malentendu avec un propriétaire profondément toxique et abusif qui a essayé de m'extorquer. T'extorquer ? Ai-je contesté, faisant un autre pas en avant. Les documents du tribunal disent que tu as fourni de faux relevés bancaires pour obtenir le bail. Ce n'est pas un malentendu, Vota. C'est de la fraude. William, halta Vota, se tournant vers mon père et plaçant une main tremblante sur sa poitrine. Ses yeux se sont instantanément remplis d'énormes larmes théâtrales. Vas-tu la laisser me calomnier dans notre maison ? Elle me harcèle obsessionnellement. Elle essaie de ruiner notre bonheur parce que c'est une petite fille jalouse et amère qui ne supporte pas que tu aies tourné la page. Le visage de mon père s'est durci en un masque de pure fureur. Il n'a pas regardé la logique de mes mots. Il n'a vu que sa nouvelle fiancée en larmes. « Sors !» a rugi William, pointant un doigt tremblant vers les escaliers. « J'en ai marre de tes mensonges, Sophia. Tu es si déterminée à être la victime que tu inventes des histoires insensées pour blesser la femme que j'aime. Sors de ma maison et ne reviens jamais. »
Je n'ai pas argumenté. Je n'ai pas crié. J'ai simplement saisi ma boîte de sécurité, je suis passé devant eux et je suis descendu. La réaction de Veta m'avait donné toute la confirmation dont j'avais besoin. Elle était paniquée. Elle était négligente. Et sa façade se fissurait. 2 semaines plus tard, les enjeux ont complètement échappé à mon contrôle. J'étais assise dans une banquette d'angle d'un restaurant tranquille en périphérie de la ville, sirotant un café noir. En face de moi était assis Marcus, le détective privé. Il n'avait pas l'air heureux. Il a sorti de sa mallette en cuir usé une épaisse et lourde enveloppe en manille, la laissant tomber sur la table en formica avec un bruit sourd. « Tu as eu raison de faire confiance à ton instinct, Sophia, a dit sombrement Marcus, faisant glisser l'enveloppe vers moi. C'est un sacré numéro, une parasite professionnelle. J'ai ouvert le fermoir et j'ai sorti la pile de documents. Ce n'était pas seulement de la fraude au loyer commercial. C'était un schéma. Son vrai nom est Valérie, a expliqué Marcus, pointant un document de vérification des antécédents. Elle l'a légalement changé en Veta il y a 4 ans. Au cours de la dernière décennie, elle a ciblé au moins 3 hommes plus âgés et financièrement stables différents. Elle emménage rapidement, les isole de leur famille en utilisant ce non-sens d'énergie toxique, puis les convainc de refinancer leur maison pour financer ses fausses entreprises de bien-être. J'ai regardé les pages, me sentant physiquement malade. Il y avait des déclarations de faillite de 2 hommes différents. Il y avait des ordonnances restrictives déposées par les enfants de ses victimes précédentes. Une fois que la valeur nette est drainée et que le crédit est ruiné, a poursuivi Marcus, sa voix basse. Elle disparaît, laissant les hommes gérer la saisie. Elle a 3 jugements civils actifs contre elle qu'elle évite. Mon père, ai-je murmuré, paniqué, ma gorge se serrant soudainement. Il n'a aucune valeur nette. La maison est hypothéquée jusqu'au cou. Il n'a rien à lui voler. Elle ne le sait probablement pas encore, a souligné Marcus. Il agit probablement comme s'il possédait l'endroit sans dette, mais elle le découvrira éventuellement. Et quand elle le fera, elle drainera le peu de crédit qu'il lui reste ou elle le forcera à vendre la propriété pour mettre la main sur l'argent. Mon téléphone a vibré sur la table. C'était un message texte de William. Nous devons nous rencontrer. Veta et moi faisons de la planification successorale. Il y a un document que tu dois signer concernant ton absence d'intérêt financier dans la propriété afin que nous puissions avancer avec notre avenir. Café sur Main Street à 14 h. J'ai levé les yeux vers Marcus. Elle passe à l'action. À exactement 14 h, je suis entré dans le café animé. William et Veta étaient déjà assis à une petite table circulaire près du fond. Veta avait l'air impeccable, ses cheveux blonds parfaitement coiffés, mais il y avait une tension anxieuse dans sa mâchoire. William avait l'air épuisé, sa posture affaissée, mais ses yeux se sont durcis à mon approche. « Assieds-toi » a ordonné William. Il ne m'a pas proposé de café. Il a simplement poussé une seule feuille de papier sur la table. C'était un document juridique grossièrement rédigé, essentiellement un acte de renonciation, déclarant que moi, Sophia, je renonçais à toute réclamation financière actuelle ou future sur la propriété d'Elm Street. Signe-le, a dit William. L'avocat de Veta a dit que c'était nécessaire pour s'assurer que nos actifs sont protégés contre les ingérences extérieures. Ingérence extérieure. Ai-je demandé, ignorant le stylo qu'il me tendait. Tu veux dire moi? Tu as prouvé qu'on ne peut pas te faire confiance, Sophia, a dit Veta doucement, croisant ses mains sur la table. Ce n'est qu'une formalité pour établir ces limites saines dont nous avons discuté. Je n'ai pas regardé le document. Au lieu de cela, j'ai sorti de mon sac la lourde enveloppe en manille que Marcus m'avait donnée. Je l'ai ouverte et j'ai sorti les 3 premières pages, les jugements civils contre Valérie, avec sa photo et les récits détaillés de ses escroqueries envers ses victimes précédentes. J'ai glissé les documents directement sur son faux acte de renonciation. Je n'ai pas d'intérêt financier dans la maison, papa, ai-je dit, ma voix tranchant le bruit ambiant du café. Mais elle, si. William a froncé les sourcils, baissant les yeux sur les papiers. Qu'est-ce que c'est? Ce sont des archives judiciaires, papa, ai-je dit en me penchant en avant. Son nom n'est pas Veta. C'est Valérie, et tu n'es pas son âme sœur. Tu es sa 4e cible. Elle cible des hommes plus âgés, les isole de leurs enfants, les convainc de retirer la valeur nette de leur maison, puis les abandonne lorsque la banque saisit.
C'est insensé, a sifflé Veta, se jetant en avant pour arracher les papiers. J'ai claqué ma main sur les documents, les coinçant contre la table. Je les foudroyais du regard, ma patience entièrement épuisée. Ne les touche pas. William, elle les a falsifiés, a crié Veta, sa voix montant de panique. Les gens aux tables voisines ont commencé à se tourner et à regarder. Elle a engagé quelqu'un pour les fabriquer. Je t'ai dit qu'elle était obsédée. Elle est profondément malade. William a regardé la photo sur le jugement civil. C'était indéniablement Veta. Il a regardé le nom Valérie. Il a regardé les montants en dollars, des centaines de milliers de dollars de valeur nette volée. Pendant une seconde fugace, j'ai vu un doute profond fissurer les fondations de sa colère. J'ai vu la réalisation terrifiante commencer à poindre dans ses yeux. Mais le sort était trop fort, et sa fierté était trop fragile. Admettre que j'avais raison signifiait admettre qu'il avait mis sa seule fille à la rue pour une escroc. Il a violemment repoussé les papiers sur la table vers moi. Je ne veux pas voir ton drame fabriqué, Sophia, a grogné William, se levant si vite que sa chaise a raclé bruyamment contre le sol. Son visage était violet de rage et de déni. Je ne sais pas à quel jeu malsain tu joues, mais ça s'arrête maintenant. Tu es morte pour moi. Tu comprends? Morte pour moi. Il s'est retourné et est sorti en trombe du café. Veta est restée une seconde de plus. Elle s'est penchée sur la table, le masque de douce gourou entièrement disparu, son visage tordu en un rictus vicieux et laid. Tu n'es qu'une petite fille jalouse et pathétique, a-t-elle murmuré venimeusement. Tu as perdu. Il est à moi. La maison est à moi. Reste à l'écart de notre chemin où je m'assurerai que tu le regrettes. Elle a tourné les talons et a suivi mon père dehors. Je suis resté seul à la table, calmement, rassemblant les documents du tribunal et les glissant de nouveau dans l'enveloppe. Je n'étais pas contrarié. Je ne pleurais pas. J'ai sorti mon téléphone et j'ai vérifié le calendrier. Le 25 du mois était dans exactement 3 jours. Le jour du grand dîner de Veta. Elle pensait qu'elle avait gagné. Elle pensait qu'elle avait la maison. Elle n'avait aucune idée que la maison pour laquelle elle se battait si durement pour la voler était sur le point de plonger complètement dans l'obscurité. Le 25 est arrivé avec un froid vif et mordant dans l'air, le genre de soirée qui exigeait chaleur et lumière. J'étais assise dans ma voiture, garée à un demi-pâté de maison de la maison où j'avais grandi, observant le spectacle se dérouler. La rue était bordée de véhicules de luxe coûteux, des BMW, des Audi, une Mercedes blanche immaculée appartenant aux amis à haute vibration et que Veta avait invité à sa grande bénédiction de la maison. J'avais passé toute la journée à examiner mes feuilles de calcul, à finaliser les derniers de mes rapports clients et à attendre que le soleil se couche. Plus tôt cette semaine-là, j'avais passé un dernier appel aux compagnies de services publics, utilisant mon statut de titulaire de compte principal pour ajuster l'heure exacte des déconnexions. Je ne voulais pas que les lumières s'éteignent le matin quand la maison était vide. Je voulais qu'elles s'éteignent à exactement 19h30, juste au moment où Veta servirait son dîner traiteur, outrageusement cher. À 19h15, je suis sorti de ma voiture. L'air froid me piquait les joues, mais ma température interne était élevée d'un mélange d'anxiété et d'une anticipation indéniablement juste. J'ai remonté l'allée familière, mes bottes crissant doucement sur le pavé. Je n'ai pas pris la peine de frapper. J'avais toujours ma clé. Je l'ai glissée dans la serrure, l'ai tournée avec un clic silencieux et j'ai poussé la lourde porte en chêne. L'agression sensorielle a été immédiate. La maison sentait l'ail rôti, le vin rouge cher et l'odeur artificielle écœurante du parfum floral signature de Veta. Une cacophonie de rires prétentieux et de cristal tintant résonnait de la salle à manger formelle, une pièce que nous avions à peine utilisée depuis le décès de ma mère. J'ai marché silencieusement dans le couloir, mon cœur battant contre mes côtes comme un oiseau piégé. Je me suis arrêté dans l'embrasure cintrée de la porte de la salle à manger et j'ai observé la scène. C'était une parodie grotesque d'une famille heureuse. La longue table en acajou était recouverte d'une nappe en lin blanc immaculé ornée de chandeliers en argent imposant qui n'avaient pas encore été allumés et de bouquets massifs de lys importés. 12 étrangers vêtus de vêtements de marque étaient assis autour de la table, sirotant du vin et riant. À la tête de la table était assis mon père, William. Il portait un nouveau costume sur mesure qu'il ne pouvait pas se permettre. Un sourire forcé et désespéré était plaqué sur son visage alors qu'il essayait de suivre une conversation sur les vacances d'été en Toscane. À l'autre bout, à la place qui appartenait autrefois à ma mère,
était assise Veta. Elle portait une robe en soie vert émeraude, ses cheveux blonds relevés en un chignon élégant, tenant la cour comme une reine dans un château volé. Et donc, disait Veta, sa voix se projetant à travers la pièce, William et moi avons réalisé que pour vraiment manifester l'abondance, nous avions besoin d'un sanctuaire. Cette maison était obscurcie par une énergie si stagnante et lourde avant mon arrivée. Nous avons dû faire un nettoyage spirituel et physique complet pour préparer notre nouvelle vie ensemble. Eh bien, tu as fait un travail merveilleux, Veta, a roucoulé une femme dégoulinante de diamants du côté gauche de la table. L'espace semble incroyablement léger. Merci, ma chérie, rayonna Veta. C'était une lutte, franchement. Nous avons dû établir des limites très fermes, très difficiles avec des éléments toxiques du passé de William pour sécuriser cette paix. Mais, comme je le dis toujours, il faut enlever les mauvaises herbes pour que les fleurs puissent s'épanouir. Je ne suis pas une mauvaise herbe, Valérie, ai-je dit fort, ma voix tranchant le bourdonnement élégant de la pièce comme une machette. Et ce n'est pas ta maison. Toute la table s'est figée. 12 paires d'yeux se sont tournés vers l'embrasure de la porte. Le tintement de l'argenterie a cessé instantanément. Le visage de William a perdu toute couleur, sa peau devenant d'un gris cendré maladif. Il s'est levé si vite que sa chaise a vacillé dangereusement derrière lui. Sophia, a-t-il sifflé, sa voix tremblant d'un mélange de choc et de rage défensive immédiate. Qu'est-ce que tu fiches ici? Je t'ai dit de ne plus jamais mettre les pieds dans cette maison. Veta se leva lentement, posant soigneusement son verre de vin. Le masque de gourou glissa pendant une fraction de seconde, révélant un éclair de panique pure et venimeuse, mais elle lissa rapidement ses traits en un regard de pitié condescendante. « Oh, William » soupira-t-elle théâtralement, plaçant une main sur son cœur. « Je t'avais dit qu'elle ferait ça. Elle est complètement déséquilibrée. » Sophia, ma chérie, c'est profondément inapproprié. Tu ruines un rassemblement sacré. Tu ne connais pas le sens du mot sacré, ai-je répondu, entrant pleinement dans la salle à manger. Je portais un épais portefeuille en cuir noir sous mon bras. Je me suis dirigé lentement vers le centre de la pièce, ignorant les halètements et les murmures des invités. Et je ne suis pas ici pour ruiner votre rassemblement. Je suis ici pour vous confronter à la réalité, car il semble que mon père ait oublié comment cette maison fonctionne réellement. Sors, a beuglé William, son visage devenant maintenant d'un pourpre sombre et dangereux. Je vais appeler la police, Sophia. Je jure devant Dieu, je te ferai arrêter pour violation de propriété. Je ne viole aucune propriété, papa, ai-je dit calmement. Je reçois toujours du courrier ici, mais plus important encore, c'est moi qui détiens les contrats pour chaque service public qui rend cette maison habitable. J'ai jeté un coup d'œil à l'horloge grand-père dans le coin de la pièce. L'aiguille des minutes en laiton a cliqué audiblement en place. 19h30. En fait, ai-je continué, me tournant pour regarder directement dans les yeux écarquillés et paniqués de Veta. Tu parlais justement de nettoyer l'énergie lourde. Voyons combien d'énergie il reste vraiment. Pile à ce moment-là, comme si l'univers lui-même attendait mon commandement, le lourd bourdonnement du réfrigérateur dans la cuisine adjacente s'est brusquement éteint. La douce lumière ambiante du lustre au-dessus de la table a vacillé sauvagement pendant une seconde angoissante. Et puis, avec un claque définitif et retentissant du compteur intelligent à l'extérieur, toute la maison a été plongée dans une obscurité totale. Quelqu'un a crié. Plusieurs invités ont renversé leur verre de vin dans le choc soudain et aveuglant, le son du cristal brisé et du liquide renversé remplissant la pièce. « Que as-tu fait » a rugi William depuis l'obscurité, sa voix craquant de panique. « Qu'est-ce que tu as fichu avec le courant » J'ai sorti de ma poche une puissante lampe de poche tactique que j'avais apportée spécifiquement pour ce moment et je l'ai allumée. Le faisceau blanc aveuglant a percé l'obscurité, illuminant les visages terrifiés et confus des amis de la haute société de Veta. J'ai balayé la lumière jusqu'à ce qu'elle se pose carrément sur Veta, qui s'agrippait au bord de la table, son visage contracté de fureur absolue. Je n'ai rien fait au courant, papa, ai-je dit, ma voix étrangement calme dans l'obscurité chaotique. J'ai juste arrêté de le payer. Tu m'as dit de payer mes propres factures. Tu m'as dit d'arrêter de parasiter. Alors, j'ai retiré mon nom et ma carte de crédit de tes comptes. C'est un mensonge, a crié William, trébuchant autour de la table vers moi. Je paie les factures. Je suis l'homme de la maison. Tu n'as pas payé une seule facture d'électricité, d'eau, de gaz ou d'internet en 5 ans, William, ai-je crié en retour, refusant de reculer.
La vérité brute et non filtrée a résonné sur les murs sombres. Depuis que maman est morte et que tu as dilapidé les économies, je vide mes propres comptes pour te maintenir à flot. J'ai payé les impôts fonciers. J'ai consolidé tes cartes de crédit. J'ai fait les courses pendant que tu achetais des clubs de golf. Tu n'as absolument rien. Le silence qui a suivi était suffocant. Le seul son était la respiration rauque et saccadée de mon père. Et toi, ai-je dit, ramenant le faisceau de la lampe de poche sur Veta. Tu pensais avoir touché le jackpot, n'est-ce pas? Tu pensais avoir trouvé un veuf riche et en deuil avec une propriété payée que tu pourrais vider et jeter, tout comme tu l'as fait à Richard à Springfield et à Thomas à Oakbrook. J'ai dézippé le portefeuille en cuir que je portais et j'ai sorti une pile de dossiers en manille. Je les ai jetés au centre de la table recouverte de lin. Pour le bénéfice des invités, ai-je annoncé à voix haute. La femme qui vous accueille ce soir n'est pas une coach de vie nommée Veta. Son nom légal est Valérie. C'est une escroc professionnelle avec 3 jugements civils actifs contre elle pour fraude immobilière et des mandats d'arrêt actifs dans 2 comtés voisins pour vol qualifié. Tais-toi. A hurlé Veta, sa voix perdant entièrement son ton cultivé et mélodieux, se transformant en un cri rauque et grinçant. Elle s'est jetée sur la table dans le noir, attrapant les dossiers et essayant frénétiquement de les déchirer. Elle est folle. C'est une psychotique jalouse. Rien de tout cela n'est vrai. Mais il était trop tard. Un des invités, un homme en costume élégant qui ressemblait à un avocat, avait déjà ramassé une page égarée qui avait volé près de lui. Il a sorti son téléphone portable, a allumé l'application lampe de poche et a lu le document du tribunal. Grand Dieu, a murmuré l'homme, ses yeux s'écarquillant. Il a levé les yeux vers Veta, son expression se transformant en un dégoût total. Ceci est une déclaration sous serment d'un juge des faillites. Il y a votre photo dessus. C'est une erreur, a plaidé Veta, tendant la main vers l'homme. Ne me touchez pas, a-t-il lancé, reculant. Il s'est tourné vers sa femme. Martha, prends ton manteau. Nous partons maintenant. Le charme était rompu. Une panique totale a éclaté parmi les invités. Ils se sont bousculés dans le noir, utilisant les lampes de poche de leur téléphone pour trouver leur manteau et leur sac. Désespérés d'échapper à la scène humiliante et désastreuse, ils ont poussé Veta, ignorant ses supplications frénétiques et pathétiques de rester, sprintant presque vers la porte d'entrée et dans leur voiture de luxe. En 2 minutes, la maison était entièrement vide d'invités. Seuls 3 d'entre nous restaient dans la salle à manger sombre et glaciale. William se tenait parfaitement immobile. Le faisceau de ma lampe de poche a attrapé le bord de son visage. Il fixait les documents du tribunal éparpillés sur la table. La réalité de sa situation, la profondeur catastrophique de sa folie et de mon sacrifice l'avaient finalement brutalement frappé. Papa, ai-je dit doucement, la colère s'estompant enfin de ma voix, ne laissant qu'une tristesse profonde et épuisée. L'eau est coupée aussi, et le gaz sera déconnecté demain matin. Tu n'as pas d'argent. Tu n'as pas de crédit. Et tu as échangé la seule personne qui t'aimait vraiment contre un parasite. Veta, réalisant que le public était parti et que la comédie était terminée, a laissé tomber les papiers déchiquetés. Elle n'a pas regardé William. Elle m'a regardé directement, son visage se tordant en un masque de haine pure et non filtré. Tu as tout ruiné, a-t-elle grondé, faisant un pas vers moi, les poings serrés. J'ai investi 6 mois dans ce misérable vieil imbécile. J'ai mérité cette maison. La maison est entièrement hypothéquée, Valérie, ai-je répondu. Un sourire froid et dur effleurant mes lèvres. Il n'y a plus de valeur nette. Tu as passé 6 mois à jouer la fiancée aimante pour un homme qui est à un chèque de paie manqué de la faillite. Tu as perdu ton temps. Veta s'est figée. Elle s'est tournée lentement pour regarder William. C'est vrai? A-t-elle exigé, sa voix plate et vicieuse. Cette maison est-elle hypothéquée? William ne pouvait même pas la regarder. Il a simplement hoché la tête, ses épaules s'affaissant, des larmes coulant enfin sur ses paupières et le long de ses joues. Je suis désolé, a-t-il murmuré d'une voix brisée. Espèce de perdant pathétique et sans valeur, a craché Veta, sa voix dégoulinant d'un mépris absolu. La transformation était horrifiante. La gourou spirituelle aimante a disparu pour toujours, remplacée par un prédateur froid et calculateur qui a réalisé que son piège était vide. Tu m'as laissé croire que tu avais de l'argent.
Tu m'as laissé te servir comme si tu étais une sorte de roi et tu n'es rien d'autre qu'un vieil homme fauché et triste. Elle a tourné les talons et est sortie en trompe de la salle à manger, ses talons au cliquant agressivement sur le parquet. Je fais mes valises, a-t-elle crié depuis les escaliers. Et je prends l'argenterie. En fait, Valérie, tu ne prends rien. La nouvelle voix venait du couloir d'entrée. Des pas lourds ont résonné sur le bois, accompagnés du crépitement statique distinct d'une radio de police. Marcus, le détective privé, est entré dans la salle à manger, balayant l'espace avec une énorme et puissante lampe de poche. Derrière lui se trouvaient 2 policiers en uniforme du commissariat local. « Valérie Vance », a dit Marcus, lisant sur un presse-papier. « Nous avons été en contact avec le département du shérif du comté d'Oakbrook. Ils étaient très intéressés de savoir où vous vous cachiez. Ils ont un mandat d'arrêt pour crime actif pour votre arrestation concernant l'escroquerie systématique d'un adulte vulnérable. » Veta s'est figée à mi-chemin des escaliers. Elle a regardé les policiers, son visage pâle, ses yeux cherchant frénétiquement une issue de secours possible, mais il n'y en avait aucune. Elle s'est affalée contre la rampe, le combat l'ayant complètement quittée. Les policiers sont montés, l'ont menottée sans incident et l'ont redescendue. Elle n'a pas dit un seul mot pendant qu'ils l'escortaient jusqu'à la porte d'entrée, les gyrophares rouges et bleus des voitures de police à l'extérieur illuminant brièvement la maison sombre. Quand la porte s'est refermée, le silence était absolu. Le froid commençait à s'infiltrer à travers les murs, le manque de chauffage central se faisant sentir. William s'est effondré sur sa chaise à la tête de la table. Il a enfoui son visage dans ses mains, et un son est sorti de lui que je n'avais jamais entendu auparavant. Un sanglot profond, angoissant, déchirant l'âme. C'était le son d'un homme dont la fierté avait été totalement détruite, dont les illusions avaient été brisées, et qui reconnaissait enfin les décombres dévastateurs qu'il avait créés. Je ne me suis pas précipité pour le réconforter. Je suis resté là, laissant le faisceau de ma lampe de poche reposer sur le sol entre nous. Je l'avais protégé de ses propres conséquences pendant 5 ans. Et regardez où cela m'avait mené. Il était temps pour lui de sentir le froid. Sophia, a-t-il suffoqué, sa voix étouffée par ses mains. Il ne pouvait pas lever la tête. La honte était trop lourde. Sophia, mon Dieu, qu'ai-je fait? Je suis si désolé. Je suis si désolé. Je sais que tu le hais, papa, ai-je dit doucement, l'épuisement s'installant profondément dans mes os. Mais être désolé ne rallume pas les lumières. Et ça n'efface pas le fait que lorsque j'étais malade et terrifié et que je demandais mon père, tu m'as mise à la rue pour une étrangère. J'étais aveugle, a-t-il pleuré, ses épaules secouées violemment. Elle disait toutes les bonnes choses. Elle me faisait me sentir à nouveau comme un homme. Depuis la mort de ta mère, j'avais l'impression de me noyer chaque jour. Je ne pouvais pas supporter de regarder les factures. Je ne pouvais pas supporter de faire face à quel point je l'avais déçue. Toi et Veta. Elle a fait paraître tout si facile. Ce n'était pas facile, les jeux corrigeaient doucement mais fermement. J'ai rendu les choses faciles. J'ai pris le fardeau pour que tu puisses prétendre que tout allait bien. Et c'était mon erreur. Je n'aurais pas dû te le permettre. Il a finalement levé les yeux vers moi. Ses yeux étaient rouges, gonflés et remplis d'une vulnérabilité désespérée et suppliante. Peux-tu jamais me pardonner? S'il te plaît, Sophia, tu es tout ce qu'il me reste. Lincoln ne retourne même pas mes appels. S'il te plaît. J'ai regardé l'homme assis dans le noir, entouré de fleurs chères en décomposition et de cristal brisé. Il n'était pas le tyran arrogant qui m'avait mis à la porte. Il était juste un homme triste, brisé et en deuil qui avait commis une erreur catastrophique par faiblesse et par peur. Je te pardonne, papa, ai-je dit honnêtement. Les mots faisaient du bien. Ils ont levé le dernier poids persistant de colère de ma poitrine. Vraiment. Tu es mon père, et je t'aime. Un hoquet de soulagement rauque s'est échappé de ses lèvres, et il a tendu une main vers moi. Je ne l'ai pas prise. J'ai reculé lentement. Je te pardonne, ai-je répété, ma voix stable et inébranlable. Mais je ne serai plus jamais ton filet de sécurité. Je ne vais pas remettre les services publics en marche. Je ne paie pas tes dettes. Mon nom est officiellement détaché de cette maison et de tes finances pour toujours. Sa main est lentement retombée à ses côtés. Il a compris. Les conséquences étaient permanentes. Qu'est-ce que je fais?
a-t-il murmuré, regardant autour de la pièce sombre et glaciale. Tu fais ce que tu aurais dû faire il y a 5 ans, lui ai-je dit. Tu appelles un agent immobilier demain matin. Tu mets cette maison en vente. Tu utilises la petite valeur nette restante après avoir remboursé l'hypothèque pour régler tes dettes de carte de crédit. Tu déménages dans un petit appartement que tu peux te permettre avec ton salaire de vendeur. Et tu apprends à équilibrer un chéquier. J'ai éteint ma lampe de poche tactique, replongeant la pièce dans l'obscurité totale. Je t'appellerai demain, papa. Reste au chaud. Je suis sorti de la maison, laissant la porte d'entrée se refermer derrière moi. J'ai descendu la rue sombre jusqu'à ma voiture, je suis monté et j'ai tourné la clé. Le moteur a ronronné, le chauffage soufflant instantanément un air chaud et réconfortant contre mon visage gelé. La résolution n'a pas été instantanée. Les 6 mois suivants ont été éprouvants pour mon père. La maison est restée sur le marché pendant des mois avant de se vendre finalement à une perte significative. Il a dû déclarer une faillite restructurée pour gérer les dettes restantes. Il a déménagé dans un minuscule appartement d'une chambre de l'autre côté de la ville, loin du prestige et du confort qu'il avait toujours supposé être son droit. Mais cela l'a forcé à se réveiller. Pour la première fois de sa vie, William gérait son propre budget. Il découpait des coupons, payait sa propre facture d'électricité et vivait selon ses moyens réels. Notre relation a lentement commencé à se réparer, construite sur une nouvelle base fragile d'honnêteté absolue et de limites rigides. Nous prenions un café tous les dimanches. Il ne m'a jamais demandé d'argent une seule fois. Quant à Veta ou Valérie, son procès a été rapide. Les preuves de sa fraude calculée et prolongée contre plusieurs hommes vulnérables étaient accablantes. Elle a été condamnée à 7 ans dans un pénitencier d'État, ses jours de manifestation de l'abondance aux dépens de victimes manipulées étant définitivement terminés. Et moi, j'ai prospéré. Dépouillé du fardeau financier massif de porter le style de vie de mon père, mon compte d'épargne a grimpé en flèche. J'ai quitté le motel Bon Marché pour un magnifique loft ensoleillé en centre-ville. J'ai développé mon entreprise de freelance, acceptant des clients d'entreprises mieux rémunérés, consacrant toute mon énergie et mon intellect à mon propre avenir au lieu de gérer le passé de quelqu'un d'autre. J'avais perdu ma maison d'enfance, mais dans le processus, j'avais trouvé quelque chose d'infiniment plus précieux. J'avais trouvé ma propre indépendance inébranlable et la certitude absolue que je ne laisserai plus jamais personne profiter de moi.